Bonjour à tous. Je commence tout de suite. Oh, je vais essayer de ne pas trop vous tourner le dos, messieurs, dames. Merci d'être venus si nombreux. On commence un tout petit peu en retard, mais rassurez-vous, on finira aussi pour qu'on ait une heure complète à passer avec Jonathan Coe, que je remercie vivement d'être là. Merci. Merci beaucoup. Et Angela Kent, son interprète, qui va assurer la traduction de cette rencontre. Je remercie d'autant plus Jonathan d'être passé par Montpellier parce qu'il est dans un French mini-tour, une mini-tournée en France depuis quelques jours. Vous êtes passé, je crois, par Le Havre, par Lyon, par Caen, par Paris, par Rennes. Mais vous terminez par le meilleur, par chance, avec Montpellier et la Comédie du Livre. Merci beaucoup pour ça. On ne présente plus Jonathan Coe, mais pour nous remettre peut-être en tête très rapidement quelques-uns des 15 romans, si j'ai bien compté. Je rappelle quelques-uns des titres que vous avez écrits. Testament à l'anglaise, évidemment, en 1995. Tout est paru chez Gallimard. Voilà, je nomme l'éditeur une bonne fois pour toutes. Tous les livres sont parus chez le même éditeur. Donc, qui a été votre premier grand succès littéraire et qui consistait, pour ceux qui s'en souviennent, à la fois en un roman policier et en une satire politique de l'establishment et des années Thatcher. Dans la même veine politico-sociale, on peut citer, toujours chez Gallimard, donc Bienvenue au club et Le cercle fermé, qui forment un diptyque. Ce sont deux livres qui sont parus en 2001 et en 2004, qui ont été réunis sous le titre Les enfants de Longbridge. Et ce sont des livres qui relataient les aventures d'un même groupe d'amis. D'abord adolescents sous Thatcher, donc dans les années 70, et puis on les retrouvait 20 ans plus tard dans le deuxième tome, à l'âge du néolibéralisme et sous Tony Blair. Et puis Jonathan Coe a rajouté un troisième volet à ce qui est donc devenu une trilogie, puisque au moment du Brexit, vous vous êtes lancé dans la suite des aventures de ces personnages qu'on retrouvait avec beaucoup de plaisir dans un livre qui s'appelle Le cœur de l'Angleterre, qui est sorti en 2018. Donc on retrouvait notamment la famille Trotter, et ça se passait donc au milieu des années 2010, au moment du référendum pour le Brexit, avec évidemment tout le lot de divorces, séparations, carrières faites ou défaites entre-temps, puisque ce sont les mêmes personnages qu'on retrouve dans ce livre. Et puis dans un registre un peu différent, c'est-à-dire peut-être moins ancré dans l'actualité politique et sociale, mais dans une manière toujours très attentive au fonctionnement de la nature humaine. On peut également citer La Maison du Sommeil, qui était prix Médicis étranger en 1998, La vie très privée de Monsieur Sim, dont vous avez, sinon lu le livre, peut-être vu l'adaptation au cinéma. C'était un film français de Michel Leclerc, avec le très regretté Jean-Pierre Bacry dans le rôle titre. La pluie avant qu'elle tombe aussi, très joli livre qui est sorti en 2008. Voilà, je ne cite pas tout, mais le dernier paru avant celui dont on va parler aujourd'hui, qui est ici Le Royaume des Unis, il y avait eu aussi Billy Wilder et moi, un livre qui est sorti en 2021 sur le cinéaste Billy Wilder, que vous appréciez beaucoup, Jonathan Coe, et qui se concentrait en particulier sur le tournage un peu compliqué d'un film qui va être Le Chant du cygne de Billy Wilder, et c'est un film qui s'appelle Fedora. Donc aujourd'hui, j'en arrive enfin au livre dont on va parler aujourd'hui, qui est le Royaume des Unis. C'est un livre dans lequel vous retracez rien moins que 3/4 de siècle d'histoire anglaise. Puisque vous partez de la victoire de 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et vous allez comme ça jusqu'au 75e anniversaire de cette victoire. Et c'est un livre, donc en 2020, et c'est un livre dans lequel vous interrogez tout simplement ce que c'est qu'être anglais. Ce que c'est qu'être anglais. Et là encore, on retrouve, pour ceux qui l'ont lu, quelques-uns des personnages ou descendants de personnages qui nous sont assez familiers. Et je signale enfin, et après j'en arrive aux questions promis, qu'en parallèle de l'écriture, votre carrière de musicien est aussi en plein décollage ou redécollage, puisque vous êtes musicien et mélomane depuis très très longtemps, mais récemment vous avez été entre autres invité au prestigieux festival de jazz de Turin. Vous avez joué au clavier des compositions de votre cru avec tout un orchestre, donc ce n'est pas rien évidemment. Je commence par une question d'actualité. Je pense que vous êtes tous très, très nombreux à avoir suivi le couronnement du roi Charles III, de sa femme Camilla.
la semaine dernière, donc avec tout ce cérémonial, la belle couronne de rubis, les 20 coups de canon, le carrosse d'or et puis les 10 000 agents de police également. Je crois qu'on a regardé ça de France avec un peu de fascination, un peu d'étonnement aussi. Et si j'en parle, ça n'est pas seulement parce que c'est dans l'actualité, mais aussi parce que dans votre livre, vous mettez en scène un autre sacre, qui est le précédent, celui d'Élisabeth II, 70 ans auparavant, avec déjà ce débat entre les pros et les anti-monarchies. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce rituel, et pourquoi lui avoir accordé cette place de choix dans ce nouveau roman, Le Royaume des Unis? I don't know how... oh, good afternoon, everyone. Hello. It's nice to be here. Oh, I'm going to take a photograph of you. Smile. Because you're all taking photographs of me. Je vais vous prendre en photo parce que tout le monde prend des photos de moi. Parfois, il y a des petites pancartes « I love Jonathan » dans le public. Je suis très déçue que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. Oh, thank you. These photographs will be uploaded to Instagram later, by the way, so if any of you are here not with your husbands or not with your wives or anything like this, then I apologize for the distress. Je vais les télécharger sur Instagram tout à l'heure. Donc s'il y a d'entre vous qui ne sont pas avec votre mari ou votre femme, désolé. Yeah, the coronation, was this closely followed in France? Did you all sit Tout le monde l'a glued to the suivi, televisions? le couronnement en France? No, we have some Republicans over here, good. Les républicains, je vois. I find these rituals fascinating because they remind me what a strange country I live in. And they make me realize that the British reality I try to describe in my books is banal compared to what it's really like. Moi, j'adore ces rites, en fait, parce que ça me rappelle de l'étrangeté de ce pays, le pays dans lequel je vis. Et puis, c'est rassurant, parce que je vois que la réalité britannique est encore plus bizarre que ce que j'ai écrit dans mes livres. I mean, is there another country in the Western world where, in order for the king to be crowned, this piece of rock would have to be brought down from Scotland, called the Stone of Destiny, and placed underneath his chair? It's really, really strange. Est-ce qu'il y a un autre pays, finalement, dans le monde où il faut amener une pierre depuis l'Écosse et le poser sous la chaise du futur roi? Ça s'appelle la pierre du destin. I was told recently by a journalist for Belgium, Belgium of all places where they know about surrealism. He said to me, you know, when we used to watch Monty Python in the 70s, we thought it was a comedy show, but now we realize it's your reality. Il y a un journaliste belge, en fait, la Belgique, qui connaît bien tout ce qui est surréaliste, m'avait dit, pendant les années 70, on regardait Monty Python, on pensait que c'était de la comédie, mais finalement, c'était juste la réalité. But maybe, you know, I mean, my book begins in the 1940s, and then one of the first major scenes is the Queen's coronation in 1953, and maybe this ceremony seemed a little less weird, a little less anachronistic back then. Oui, en fait, mon livre démarre dans les années 40, 1940, et puis en 53, il y a le couronnement de la reine, et peut-être cette cérémonie-là paraissait un petit peu moins anachronique, un peu moins bizarre. But what you notice when these royal occasions happen these days, and you noticed it when the Queen's funeral was taking place as well, is that there's a kind of state-sponsored imposition of royalism and monarchism on the whole country, and Republican voices or anti-monarchist voices are not allowed on the television to express their opinion, and, you know, as you maybe saw in the newspapers, people holding up quite inoffensive banners saying Charles is not my king and so on, this time around were arrested under new legislation brought in by the government. Ce que vous avez peut-être remarqué, en fait, que pendant cette occasion, il y a une sorte de royalisme qui est sponsorisé par l'État, qui est imposé.
Et là, par exemple, tout ce qui était anti-monarchiste est vraiment étouffé. Et cette fois-ci, par exemple, on n'avait pas le droit d'exprimer des opinions anti-royalistes à la télévision. Il y avait un certain nombre de personnes qui avaient des bannières qui avaient été arrêtées par la police. But I think the real problem for the British monarchy now is that the younger generation are either hostile or just not interested. When I asked my daughters, who are, not politically radical or anything like that, whether they would be watching the coronation, they just laughed at me. They had never heard such a ridiculous question. Oui, c'est vrai que bon, le plus gros problème pour la monarchie actuellement, c'est le manque d'intérêt parmi les jeunes. Quand j'ai posé la question à mes filles, qui ne sont pas spécialement politisées, est-ce que vous allez regarder le couronnement? Et ils ont tout simplement ri. Quelle question ridicule. Oui, inversement, j'ai lu c'est peut-être la presse française qui déforme, mais des témoignages de jeunes Anglais qui expliquaient justement que à la fois ils trouvaient ça totalement désuet, anachronique, mais qu'en même temps ils avaient le sentiment de vivre un moment historique qui participe de l'identité anglaise et qu'ils suivaient cette cérémonie pour cette raison. Comme on suivrait une série, c'est là que ça devient un intérêt pour la politique un peu limité, mais en tout cas, il y a quand même des jeunes qui ont regardé ça, des jeunes Anglais qui ont regardé cet événement. There were some, but the royal family is not the United Kingdom, and it's not even England. It's a strange soap opera with weird and wonderful costumes, I think. Oui, en fait, la famille royale, c'est pas vraiment l'Angleterre. Hein. C'est rien de plus qu'une sorte de série avec des drôles de costumes et de drôles d'attitudes. And in my book, there are many references to the royal family, and the scenes take place against the background of several big royal occasions. But the important word is background. The characters are either reacting in different ways to what is happening behind them on the television screen or around them on the radio, or they're ignoring it and just getting on with their daily lives. Oui, je pense que ce qui est important dans mon livre, en fait, j'ai fait référence souvent à ces occasions, à ces rituels, mais c'est vraiment le fond. Les personnages agissent de manière différente, soit par rapport à ce qui est montré sur la télévision ou à la radio, et en fait, il y a beaucoup qui l'ignorent entièrement même. Oui, vous avez raison de dire que ce sont les personnages qui sont aussi très Pardon, j'étais en train de me dire qu'il faudrait peut-être parfois les 10 000 agents de police qui ont suivi le couronnement de la reine. Non, la dimension romanesque est toujours très très importante pour vous, jamais délaissée au profit justement d'un discours politique. On suit les relations des personnages, l'évolution de ces relations, leurs émotions. Mais ce qui fait quand même l'armature de ce texte, vous l'avez dit, c'est malgré tout la vie publique du Royaume-Uni. Donc il y a un chapitre qui porte sur la victoire de 1945, et puis un autre sur le couronnement d'Élisabeth II, un autre sur la finale de la Coupe du Monde de football entre l'Angleterre et l'Allemagne de l'Ouest en 1966, autre grand moment de la vie publique, l'investiture de Charles en tant que prince de Galles en 1969. Le mariage de Diana et ses funérailles. Voilà, donc des grands moments de cette vie publique. Qu'est-ce qui rendait nécessaire pour vous, malgré tout, ce retour à la politique, alors même que vous en y étiez un peu éloigné avec Billy Wilder et moi, donc le précédent roman en 2021? Well, the book about Billy Wilder, which perhaps we'll come on to talk about later, was a book that I'd been planning and thinking about for 30 or 40 years, really, and it was there was an interval between two of my most political books, Le Coeur de l'Angleterre and Le Royaume des Unis, where it was a good moment to slip this book in, if you like, almost unnoticed. Oui, en fait, mon travail sur Billy Wilder avait une gestation, pardon. C'était entre 30 et 40 ans, et en fait, c'est un livre qui est arrivé entre deux de mes livres les plus politiques. Could we just have the names of those two books again, ones that were very political? Middle England and
Ok, oui, enlever Le cœur de l'Angleterre et le Royaume des Unis, qui sont les livres plus politiques. But ever since 2016, really, ever since the UK took this bizarre decision to leave the European Union, I've been a little bit obsessed with the theme of national identity and with trying to dig a little bit deeper than I have in my other books into precisely what kind of country we are. Oui, en fait, depuis 2016, depuis cette décision tellement bizarre de la part de l'Angleterre de quitter l'Union européenne, j'ai été un petit peu plus obsédée par la notion de l'identité nationale. J'avais envie d'approfondir justement cette question-là. So I tried to choose for this novel seven different major public events which my characters could react to and comment upon, but all of which somehow crystallized some kind of watershed moment in British history post-World War II. Oui, en fait, j'ai choisi 7 événements de nature publique, des événements majeurs, qui pourraient donner aux personnages la possibilité de commenter, de parler, et qui étaient tous liés à l'évolution de l'Angleterre, ou du Royaume-Uni post-guerre. So with the World Cup final, for instance, obviously I wanted to write about the relationship between Britain and Germany, and the way that memories of the Second World War still affect our national thinking and our national mythology in a profound way, in a way which is much more insistent, I think, than in many other European countries. Oui, quand il s'agit de la Coupe mondiale entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, c'était vraiment pour explorer l'aspect affect, l'effet de la rivalité entre ces deux pays. Et je pense que ça a montré la pensée nationale qui est beaucoup plus marquée peut-être que dans d'autres pays. And I decided to write about the investiture of Charles as Prince of Wales in 1969 because I wanted to write about the relationship between the different countries of the United Kingdom. I chose England and Wales as a kind of template for that. Oui, en fait, j'ai choisi aussi l'investiture de Charles, c'était en 1969, parce que je voulais montrer un petit peu les différences entre les pays dans le Royaume-Uni, notamment entre l'Angleterre et le Pays de Galles. C'était une sorte de template. And it's a very unequal relationship, of course, so I decided to tell the story of a Welsh village which in the 1960s was emptied, the people were moved out of their houses, the village was flooded to provide a water supply for cities in England. Oui, quand il s'agissait du Pays de Galles, en fait, la relation était très inégale entre le Pays de Galles et l'Angleterre. Par exemple, dans les années 60, on avait vidé tout un village pour laisser la place à un réservoir d'eau qui était pour alimenter les personnes en Angleterre. And I write about the marriage between Charles and Diana, not because I'm interested really in the marriage between Charles and Diana, but because it took place in 1981, which is a very interesting moment. 2 years into the first Thatcher government, when Britain was just beginning to change, when a new ideology was taking over the country, when a new nationalism was on the rise, and this is a moment I have not written about in my novels before. Oui, j'ai choisi le moment du mariage entre Charles et Diana, pas parce que ça m'intéresse particulièrement en soi, mais parce que ça faisait 2 ans du gouvernement Thatcher. Il y avait une nouvelle identité, il y avait un nouveau nationalisme qui montait, et c'est quelque chose sur lequel je n'avais pas encore écrit auparavant. Oui, c'est vraiment un roman, je crois, effectivement sur l'évolution, les différentes facettes aussi de ce sentiment d'appartenance au Royaume-Uni, à cet ensemble de pays. Et vous montrez très bien aussi que tout ça suit les atermoiements d'une émotion collective qui est peut-être d'abord un sentiment de victoire, de gloire au moment du triomphe de 45, qui se confirme avec la victoire dans le football en 66
de l'Angleterre contre l'Allemagne de l'Ouest, tout un symbole, et qui ensuite passe aussi par des sentiments un peu plus ambigus, parce que ça repose, ce qui cimente peut-être en tout cas l'appartenance au Royaume-Uni. Ensuite, c'est peut-être plus une forme de honte dans les années 70, quand le Royaume-Uni est considéré un petit peu comme l'homme malade de l'Europe, comme vous l'écrivez, et puis ensuite plutôt un sentiment de tristesse au moment de ce deuil national de la mort de Diana. Et ce qui permet justement de lier la grande histoire aux petites, aux histoires individuelles des personnages dans le livre, c'est que vous mettez en scène tous ces événements publics, mais tels qu'ils sont regardés par les personnages. Bien souvent, devant le poste de télévision, ils se réunissent pour regarder le couronnement, le match de foot, les funérailles, entre autres. Et ça m'intéresse parce que ces moments de communion devant le poste de télévision, on les retrouvait déjà dans d'autres de vos livres. Quelle importance est-ce que ça a eu pour vous, ces moments en famille devant la télévision? Well, yeah, the book is not just. I mean, first of all, it's the story of an individual called Mary Lamb, who is 11 years old when the book begins, and in her 80s when the book ends. And the character of Mary is based very, very closely on my mother. Oui, dans le livre, c'est basé sur une personne en particulier. Elle s'appelle Mary Lamb. Elle a 11 ans au début du récit et elle a 80 ans à la fin. Elle est vraiment basée sur le caractère de ma mère. So the paradox at the heart of the book, I guess, is that it's a political novel seen through the eyes and the personality of a character who has no interest in politics. Je pense que le paradoxe de ce livre, c'est qu'en fait, c'est un livre politique, mais qui est vu à travers le regard de quelqu'un qui est complètement apolitique. Then it's also the story of a family, the family that Mary builds around her. We see 3 or 4 generations of this family, and so the human interest of the novel, the human relationships in the novel are focused in these familial relationships. Oui, donc par la suite, il y a la famille de Mary, la famille que Mary crée autour d'elle. Il s'agit de 3 ou 4 générations de relations humaines. Then it's also the story of a country, because through following the story of this family from 1945 to the present day, you get, I hope, a sense of some of the ways, often more social and cultural than political, in which Britain has changed in the last 75 years. Oui, pendant le trajet en fait du livre entre 1945 et aujourd'hui, il y a un sens plutôt social et culturel que politique des façons dont le pays a changé depuis les 75 dernières années. And then it's also, and I didn't intend this, I just realized it was happening while I was writing it, it's also in some ways a history of technology and a history of the ways in which our national history is mediated through technology, starting with the radio, moving on to the television set, and then, of course, onto the computer. Oui, c'était pas mon intention, mais en fait, c'est aussi l'histoire de l'évolution de la technologie. On voit, par exemple, à travers la télévision, la radio et plus récemment les ordinateurs, on voit cette évolution en fait historique et culturelle. Something that all British people remember about the coronation of 1953 is that it saw an explosion in the ownership of television sets. And there weren't enough television sets in the country to meet the demand. In fact, so the lucky people who'd managed to buy one or who'd managed to rent one then invited all the neighbours in their street into their houses, so that the television was really like the kind of fireside around which people might gather to tell stories. Everybody was crammed into these little rooms watching this event on a tiny black and white TV screen. Oui, ce qui est intéressant pour la couronnement de 1953, c'était qu'il n'y avait pas suffisamment de télévision en fait. Les téléviseurs n'étaient pas assez nombreux, donc les chanceux, les heureux qui avaient leur propre télévision invitaient les voisins, tout le monde se regroupait autour de la télévision, et c'était un petit peu comme la cheminée en fait, mais en version plus récente.
But the thing that interests me about this particular moment of Charles and Diana's wedding in 1981 is that, yes, that was another event which people joined together in watching on television, but it coincided with a moment at which new technologies were arriving, which were separating people, not bringing them together. Oui, ce qui m'avait aussi intéressé par rapport à ce moment du mariage de Charles et Diana, c'est le fait que c'est encore une fois, c'est quelque chose qui était largement diffusé, qui a vraiment rassemblé les gens, mais c'était un moment où la technologie en soi avait plutôt tendance à séparer, à diviser les gens. So you have the arrival of the video recorder, the VHS machine, which allows people to record programs and watch them at different times, so it fractures that collective viewing experience. Par exemple, vous avez le VHS, ça permet d'enregistrer les événements, on peut les regarder à des moments différés. Donc c'est une sorte de fracture par rapport à ce regard collectif. And you have the arrival of the personal stereo, the Sony Walkman, so that people are no longer listening to music and sharing it with everybody else on radios and through speakers. They're listening to it privately on headphones. C'était pareil avec le Walkman, hein, parce qu'à ce moment-là, chacun pourrait écouter quand il voulait. Donc, il n'y avait plus cette écoute partagée à la radio ou autrement. And in the novel, the father of the family at this moment also brings home to show off to his family the very first personal computer, home computer, which would eventually, of course, lead to the invention of the internet, which both brings us together and atomizes us at the same time. Oui, en fait, il y a un certain moment où le père ramène à la maison la nouvelle technologie. C'est un ordinateur en fait lié à un téléphone. À la fois, ça crée Internet qui rassemble les gens, mais en même temps, ça crée une. Sorry, could you just say the end of it? You just said it brings people together. But atomizes. Oui, ça atomise en fait les personnes en même temps. Oui, tout à fait. Oui, ça donne des scènes très drôles dans le livre où effectivement la famille Lemp, donc la famille de Marie, qui est inspirée de la mère de Jonathan Coe, invite au départ quelques voisins et puis finalement, comme chacun amène un ami puis un ami, le salon finit par être complètement plein. Et il y a d'autres moments, je ne sais plus si c'est au moment où ils visionnent le même événement public, mais on est dans les pensées de chacun des personnages et on voit qu'en fait tout le monde critique tout le monde. Donc ça c'est la dissension aussi à d'une autre manière. Tout le monde se dit, bah, quand même, comme ils sont mal habillés, ou ils sont arrivés en retard, ou enfin voilà. Ce qui m'intéressait aussi par rapport à cette affaire de télévision, c'est que ça rejoint, pour une part, donc votre intérêt pour les évolutions technologiques, mais aussi votre intérêt pour l'image, pour la fabrique des images. Je ne sais pas si vous le savez, mais Jonathan Coe, évidemment, s'intéresse énormément au cinéma et juré dans plein de festivals de cinéma. Plusieurs de ses livres ont été adaptés. Et l'image, le cinéma, on le retrouve dans ce livre avec un autre grand moment de communion pour toute la famille Lamb. C'est à chaque fois qu'un James Bond sort, ils vont le voir au cinéma. Là encore, quel était pour vous l'intérêt de vous arrêter sur ce monument, en tout cas ces films cultes de la culture britannique? The Spy Who Loved Me, you mean that one? Yeah. I remember this moment vividly as I was going to say as a child, but I guess I was 16 when I went to the cinema to saw this film, L'espion qui m'aime, is that what you would call it in France? L'espion qui m'aimait, oui. Oui, en fait, je l'avais vu enfant, mais en fait, j'avais 16 ans quand je l'ai vu pour la première fois. And it begins with James Bond, played by Roger Moore, being chased on skis, as he so often is, away from some dangerous situation, and he skis right off the edge of a cliff. He remembers it. He remembers it well. Do you remember what happens after that? Yeah. He opens a parachute, and it's not just a parachute, but it's an enormous Union Jack flag.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça commence avec James Bond, comme très souvent il est en ski. Il descend, il traverse la falaise, et juste à ce moment-là, est-ce que vous vous souvenez ce qui s'était passé? Effectivement, c'est son parachute chute qui s'ouvre, et c'est le drapeau anglais, britannique qui se révèle. And when I saw this in the cinema in Birmingham, I remember the eruption of I don't know how to describe it. Kind of nationalist laughter, I suppose. The audience was both laughing at themselves and laughing in jubilation at the sheer joy and wonder of being British, which is what they felt at that moment. Oui, quand j'étais au cinéma à Birmingham, en fait, je me souviens parfaitement de ce moment, cette espèce d'éruption de joie. Je ne sais pas trop comment le qualifier, parce qu'à la fois, il y avait des rires aussi, et les gens riaient à eux-mêmes, et en même temps, à la joie et l'émerveillement d'être britannique. And I think in retrospect, I could predict the decision to vote for Brexit just on the basis of that scene. Je pense que la scène suffit en elle-même, la réaction et la décision par rapport au Brexit. Alors aussi dans la fabrique de l'identité britannique, il se trouve que le titre qui a été choisi en français, c'est donc le Royaume des Unis, qui est un titre immédiatement parlant, je crois, pour nous tous, mais ça n'est pas une traduction originale du titre original. Le titre original, c'est Bournville, du nom de ce village modèle qui a été fondé en 1870 par la famille Cadbury, donc ce grand chocolatier anglais, pour y faire travailler ses ouvriers, donc avec des maisons dédiées, leurs terrains de cricket et des piscines municipales, et dans des valeurs évidemment très puritaines. Je crois que l'alcool était interdit, et évidemment c'était des valeurs de travail, de famille. Et qu'est-ce qui symbolise ce village pour vous, qui se trouve être en plus en banlieue de Birmingham, où vous avez grandi vous-même? I suppose the village of Bournville, which is the English title of the book, which we decided not to use in France because it doesn't have the same resonance for a French reader. It kind of evokes this idea of a benign paternalistic capitalism, in which the management make life as pleasant for the workforce as possible, which the Cadburys did by building this beautiful suburb for its factory workers in the late 19th century. Oui, Bournville, en fait, c'était effectivement le titre en anglais. On décidait que c'était pas très pertinent, c'était en français, donc on n'a pas choisi le titre pour la version française. Ça évoque justement cette sorte de capitalisme paternaliste, bénin, qui veut créer des conditions les plus agréables pour les travailleurs. Et donc, par la suite, ils ont créé tout un village, tout un quartier, en fait, à l'extérieur de Birmingham pour les travailleurs. The book is in part about the relationship between Britain and the rest of Europe. So, as I said, through the scene at the World Cup final, for instance, there's a lot about the relationship between Britain and Germany, but of course Germany is not the whole of Europe, so there is also a lot in the book about the problematic relationship at times between Britain and France. Oui, en fait, c'était la relation entre la Bretagne et le reste de l'Europe. En fait, vous avez dans la Coupe mondiale sa relation avec l'Allemagne, mais l'Allemagne n'est pas toute l'Europe. Donc, il y avait aussi quelque chose sur la relation quelque peu problématique entre l'Angleterre et la France. And this is crystallized in a bizarre episode in European Union history, which was called the Chocolate War. Which went on from the moment that Britain joined the Union in 1973, right until, for 30 years actually, until 2002, when the rest of Europe, led by the French, decreed that British chocolate was not good enough to be sold in the European Union. En fait, ça s'est cristallisé par l'histoire du chocolat. En fait, c'était la guerre du chocolat qui existait entre 1973 et 2002. C'était mené par les Français qui décrétaient à la fin que le chocolat britannique n'était pas suffisamment bon pour l'Europe. And in a weird way, this goes back to the war as well, because
During the Second World War, supplies of cocoa powder were very low, so Cadbury devised a new recipe for chocolate which contained less cocoa and more vegetable fat, and they called it ration chocolate. Oui, en fait, ça rappelle la Deuxième Guerre mondiale, parce que comme il y avait moins de poudre de cacao disponible, la société Cadbury's ont décidé de remplacer une partie du cacao par la graisse végétale, et qu'on appelait le chocolat des rations. And La ration de la guerre, donc. then they did their market research at the end of the war, and they discovered that the public preferred the taste of this chocolate to the previous one. En fait, ils ont fait de la recherche après la guerre. Ils ont découvert qu'en fait, le public préférait ce goût de chocolat. So what we're eating in the UK is still the war that was the chocolate that was created for the Second World War. Donc, ce qu'on mange comme chocolat en Grande-Bretagne est toujours le chocolat créé pendant la Deuxième Guerre mondiale. But it goes back even further than that, I think, because the name Bourneville is itself half English and half French, Bourneville. Oui, en fait, même le nom, le titre Bourneville, c'est moitié français, moitié anglais. The little river that runs through Bourneville is called the Bourne. So the name of the village was originally going to be Bournebrook. Oui, donc la petite rivière qui traverse le village s'appelait le Bourne, et donc normalement ça devait s'appeler Bourne Village. But even then, even in 1890, the Cadbury family had a slight inferiority complex about British chocolate, and they felt that if a village was going to be created for and based upon the manufacture of chocolate, it should have a name which kind of gestured towards the continent and to French sophistication. So they decided to call it Bourneville instead. Et même en 1990, la famille Cadbury avait un complexe d'infériorité par rapport à leur chocolat. Donc ils décidaient que plutôt que Bourne Village, il vaudrait mieux l'appeler Bourneville, parce que ça avait une certaine résonance continentale, hein, et c'était plus sophistiqué, plus français. As always, I find myself with split loyalties on this issue, because as someone who considers themselves both English and European, my taste buds recognize the superiority of French and Belgian chocolate, but my heart prefers Cadbury's. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu la dichotomie entre je suis anglais, mais en même temps européen. Et j'avoue que, côté papilles gustatif, je préfère le chocolat français et belge, mais côté cœur, je préfère l'anglais. Vous n'étiez pas obligé de dire que vos papilles gustatives préféraient le chocolat français anglais, on s'en serait remis. Maintenant qu'on a appris qu'à une époque, les Anglais nous voyaient comme des gens chics et sophistiqués, au point d'appeler la ville Bourneville. Well, let's just agree that the worst chocolate in the world is American, and then we can leave Le it pire at du chocolat, c'est américain, il faut le dire. Ça met tout le monde d'accord. Alors, l'un des traits caractéristiques, vous n'aurez pas échappé depuis le début de cette rencontre, de l'identité anglaise, c'est évidemment l'humour british, qu'on retrouve dans tous vos livres, y compris dans celui-ci. Ça commence dès la toute première scène de ce livre, où on a une violoncelliste qui est en tournée. Alors le premier chapitre, avant qu'on remonte le temps, il se passe en 2020, donc en plein, au tout début de la pandémie. On ne sait pas très bien encore ce qu'il se passe en Europe, et donc cette violoncelliste doit se contorsionner dans une petite voiture avec son énorme instrument. Pourquoi ? Tout simplement parce que la voiture est pleine à ras-bord de rouleaux de papier toilette, et donc il faut bien réussir à rentrer dans cette voiture. Donc cette manière toujours de désamorcer un peu les choses dans vos livres. Et comme vous avez beaucoup écrit sur l'humour, sur son pouvoir de subversion, mais aussi sur ses limites, quelle ressource est-ce que c'est pour vous l'humour, et est-ce que vous croyez encore précisément à son pouvoir de subversion ? Like everything else, maybe it's a function of my age now that I've turned 60. I have ambivalent feelings about everything, and one of the things I have ambivalent feelings about is the British sense of humour.
C'est comme tout. En fait, avec l'âge, maintenant que j'ai plus de 60 ans, j'ai une certaine ambivalence par rapport à beaucoup de choses britanniques, y compris l'humour britannique. Of course, I love all humour, not just British humour, French humour, German humour, which does exist. And J'adore toutes formes d'humour français, allemand, qui existent néanmoins. but I also think that our love of humour in Britain, maybe in England specifically, can get us into trouble, and did get us into trouble in 2016, for instance. Oui, je pense que notre amour de l'humour peut nous poser des problèmes et ça a été bien le cas en 2016. And there is a real figure, who flits throughout this novel, starting in the 1990s and really in the second half of the book, who encapsulates this phenomenon. Et oui, effectivement, il y a un personnage qui rentre, qui ressort du livre, qu'on rencontre de temps en temps, qui apparaît en 1990, qui est vraiment le personnage qui incorpore cet humour. Just before this event, I was taken to lunch by my publisher, Gallimard, with another British writer, Rachel Cusk. Juste avant, en fait, on m'avait invité à manger. C'est mon éditeur qui m'a invité avec Rachel Cusk, une autre écrivaine. And I asked them which restaurant we were going to. Je leur demandais quel restaurant on va choisir. And they said, Chez Boris. Ils ont dit chez Boris. I thought, is this some kind of cruel joke you're playing on the C'est British une writers? blague cruelle, c'est pas possible. Anyway, it was a very nice restaurant and a very good meal, so I'm not complaining about that. Le resto était super et on a très bien mangé, donc pas de problème. But the story of Boris Johnson, which is also woven through this novel, is, the story of our relationship with the European Union, and the story of how humour has played a part in destroying that relationship, really. Oui, ceci dit, l'histoire de Boris Johnson, qui vraiment traverse tout le roman, est aussi l'histoire de notre relation avec l'Europe et aussi l'histoire de notre humour, comment ça a fait des mauvais tours. Because Johnson went to Brussels as a journalist, first for the Times and then for the Telegraph in the 1990s, and for a young, ambitious, bright guy like him, reporting on the day-to-day workings, the day-to-day negotiations of the European Union was a kind of purgatory, a kind of nightmare. Oui, pour un jeune comme lui, il était journaliste avec le Times, avec le Télégraphe. Dans les années 80, il était basé à Bruxelles. Et pour un jeune mec ambitieux tel qu'il était à l'époque, être obligé de faire des reportages sur le quotidien à Bruxelles était juste l'enfer. So to entertain himself, he did the most damaging thing of all, which was to turn the European Union into a joke and to sell it that way to his readers. Donc il a fait la chose pour s'amuser finalement, mais c'était très très dangereux, c'est une blague en fait. Il a transformé ses reportages en blagues et c'était vraiment très dangereux. Because this form of reporting became very influential and was adopted by the other newspapers and the other European correspondents, and the British people got the idea that the EU was just a kind of comical collection of bureaucrats in Brussels who were out to make life difficult for them. Oui, donc ça a été adopté par d'autres journalistes par la suite, dans d'autres journaux, et le public britannique a eu l'impression que c'était juste une série de comiques et que l'Europe consistait uniquement d'eurocrates qui étaient simplement là pour rendre la vie plus compliquée pour les Britanniques. And there's a tiny grain of truth in that, of course, as there is in all humour. But it had a profound effect on the decision people took in 2016, I think. Effectivement, il y a un tout petit peu de vérité dans tout ça, comme dans tout, mais
Néanmoins, ça a eu un effet très très profond et ça a quand même eu cette influence sur la décision finale en 2016. And the British are very easily seduced by this kind of humour. And the book is full of humour itself, but it's also a commentary on how there are times when humour is not the right response to a situation. Les Britanniques sont très facilement séduits par l'humour. Et mon livre est plein d'humour. Mais c'est aussi un commentaire sur les moments où ce n'est pas approprié. L'humour est mal placé. Oui, je pense tout à coup alors je ne sais plus à quelle occasion c'était, mais Boris Johnson était arrivé justement, il a fait un happening, était arrivé en parachute. Une prise de parole. Et de là, ça rappelle tout à coup beaucoup James Bond qui déploie son drapeau d'Union Jack. Et voilà, on ne sait pas très bien s'il faut applaudir ou rire. Enfin, Yeah, it's a famous image of him suspended on a kind of tripwire, dangling by his braces, almost wearing a Union Jack helmet, I think. Oui, c'est très connu en fait, cette image de lui suspendu comme ça par ses bretelles, je crois. Je pense il a un casque avec le drapeau anglais, britannique. And it was a very clever image to use because it made him look ridiculous, but it also made everybody love him, and it also made everybody remember him. So it worked to his advantage in the end. He wouldn't have allowed it to be circulated so widely, I don't think, if it wasn't going to. Je pense que c'était très malin de sa part finalement, hein, parce que il avait l'air un peu ridicule, mais en même temps les gens l'aimaient et puis se souviennent de lui. Je pense que ça a vraiment avancé sa carrière. En même temps, si on met vraiment bout à bout toutes les apparitions de Boris Johnson, tous ces petits happenings, on a quand même vraiment l'impression d'être dans un vidéo gag, mais évidemment c'est facile de dire ça avec le recul. J'en viens à un tout autre sujet, parce que je voudrais vraiment qu'on parle de ça. Vous nous avez dit tout à l'heure que le personnage principal du Royaume des Unis, c'est Mary Lamb, donc qui est très inspirée de votre mère, à laquelle vous rendez un très bel hommage aussi dans ce livre. Et dans la relation entre Mary et son fils, qui lui ressemble le plus, peut-être, qui est Peter, il y a une scène mémorable où ils écoutent ensemble une musique qui est Hymnus Paradisi de Howells Vangelis. J'espère que je le prononce à peu près bien, sinon vous me corrigerez. Donc un jour de neige, et c'est un moment qui reste gravé dans la mémoire du fils comme un moment très, très important. C'est un moment très, très émouvant du livre, et j'en parle parce qu'il y a presque toujours une bande-son, vous avez dû remarquer dans chacun des livres de Jonathan, qui, comme je le rappelais tout à l'heure, un grand mélomane et puis un grand musicien. Alors comment ça s'articule pour vous, l'écriture et la musique? Yeah, I think of all the art forms, music is the one that moves me most and absorbs me most. I mean, I go to 10 times as many concerts as I would visit art galleries, for instance. Oui, je pense que de tous les arts, en fait, la musique, c'est la forme qui m'émeut le plus. Et je pense qu'en fait, je dois aller à 10 fois plus de concerts de musique par rapport aux galeries d'art. And one of the things I love about music, by contrast with writing, is its abstraction, if you like, the way it exists outside language. And so there is a much more direct expression of emotion, in my view, than you can create in a work of literature. Oui, une chose que j'adore avec la musique par rapport à l'écriture, c'est que c'est très très direct. En fait, je pense que ça exprime l'émotion d'une manière beaucoup plus directe qu'à travers l'écriture. But music can also have associations, national associations, emotional associations, and there are two pieces of music in this book which, again, in a way, crystallize the idea of the relationship between Britain and the rest of Europe. Oui, en fait, ces émotions peuvent être d'ordre national ou émotionnel, mais je pense qu'il y a deux morceaux de musique en fait dans mon livre qui cristallisent cette relation idéale. There's a piece of music which Peter, as you say, listens to with his mother when Peter is a young man, and it
the emotion they experience together when listening to this music creates a lifelong emotional bond between them, which is stronger than her bond with her other children. Le morceau de musique que Peter écoute avec sa mère l'émue beaucoup. Et je pense que ça crée un lien pour toute la vie. Et c'est un lien qui est beaucoup plus fort entre sa mère et Peter qu'avec ses autres enfants. I do recommend that you listen to it. It's called the Hymnus Paradisi by the Anglo-Welsh composer Herbert Howells. Bon, ça s'appelle Hymnus Paradisi. Je vous encourage de l'écouter. Ça a été créé par Herbert Howells, un Gallois. Yeah. And it's a piece of religious music, but it's born out of personal grief, the death of his son. And this novel of mine is also born out of personal grief on one level, because it's about my mother who died just before I started writing it. C'est un morceau religieux en fait, mais c'est quelque chose qui est né d'une douleur personnelle de la part du compositeur qui a perdu son fils. En fait, ça a été écrit à la mort de son fils, et ça a une résonance avec ma situation personnelle, parce que ma mère est morte juste avant que je commence à écrire mon livre. But there's also a major piece of French music which plays an important structural role in the novel, and that is the Quartet for the End of Time by Olivier Messiaen. La quartette de la fin du temps par Messiaen est l'autre morceau qui est très important dans mon livre, un morceau français évidemment. So even the kind of musical underpinning of the novel is Anglo-French. Donc même la structure du récit est anglo-français. Shall we do it? Oui, sûr. Okay. So now we have to stop talking about my book and talk about my new alternative career. Bon, maintenant on va arrêter de parler de mon livre, on va parler de ma carrière, ma nouvelle carrière alternative. Because unbelievably to me, some pieces of music that I wrote in the 1980s have been discovered and arranged and performed by an orchestra based in Milan called the Archipel Orchestra. Donc je ne savais pas, mais un certain nombre des morceaux que j'ai écrits dans les années 80 ont été découverts, arrangés et présentés par un orchestre. C'est un orchestre de Milan qui s'appelle l'Archipelago. And there's even one of these concerts tonight in Milan. Usually I play with them. I play the keyboards, and I'm now going to play you a little extract from the album we made together. Et donc, il y a un concert justement ce soir à Milan. Normalement, je suis au clavier. Et maintenant, je vais vous faire écouter un morceau que j'ai joué. There's a famous joke about a folk singer who announces his music to the audience by saying, "For years I've suffered from my music, and now it's your turn." Il y avait un chanteur folk en fait qui blaguait en disant ça fait des années que je souffre de ma musique, ce soir c'est à votre tour de souffrir. But this is a minute or two of a piece I wrote in 1988, which is named after a village in Corsica called Erbalunga. Erbalunga. Erbalunga, c'est le nom d'un village en Corse. Je l'ai écrit en 1988. Je vais vous faire écouter. Thank you.
And oh, thank you. I won't be signing or selling copies of this album in the stand today, unfortunately, but it will be released in France in the next few weeks. Bon, je signe pas de copie en fait de cet album dans les stands malheureusement, mais ça va sortir en France dans les prochaines semaines. Oui, je rappelle juste aussi que dans un livre que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle Notes marginales et bénéfices du doute, qui est un livre un peu particulier parce que c'est en fait une recollection de toutes les conférences, articles, analyses que Jonathan Coe a pu donner, mais qui est vraiment une mine d'or pour connaître un petit peu mieux ses autres passions et puis sa manière aussi de percevoir le rire dont je parlais tout à l'heure, la littérature, etc. C'est un livre qui est sorti en 2015. Je voulais juste rappeler que dans ce livre, Jonathan Coe indique que en fait, son souhait numéro 1 aurait été d'être compositeur, en 2 réalisateur et en 3 écrivain. Moi, finalement, votre vœu numéro 1 est en train de se réaliser avec la redécouverte de ces titres et c'est très heureux. Je vois qu'il nous reste quelques minutes. Je voulais qu'on parle un petit peu de la structure de ce livre. C'est toujours très impressionnant. Vous avez dû remarquer la structure des romans de Jonathan Coe. Il y a donc ce prologue qui se passe en 2020 avec la violoncelliste, les rouleaux de papier toilette. Voilà. On remonte à 45 et puis on suit comme ça toutes les 75 ans d'histoire pour revenir boucler la boucle à 2020 à la fin du livre avec évidemment d'un épisode à l'autre un certain nombre de motifs qui reviennent, des coïncidences, des échos. Donc tout ça est très, très structuré. Et à quel point c'est important donc pour vous l'architecture d'un livre, c'est-à-dire sa forme en fait? Yeah, it's very important, and it's an aspect of the novel which people don't talk about enough, I think, and it's also an aspect of the novel which I think readers appreciate very deeply. Oui, c'est très important la structure pour moi. Je pense que c'est un aspect du livre dont les gens ne parlent pas beaucoup, mais qui est important pour les gens, pardon. I talked about liking music because with music you're outside language, and it's the same with the structure of a novel, if you like. It's the one part of the work, the creation, which is not mediated through language so directly. It's more abstract, it's more sculptural. Oui, c'est vrai que tout comme la musique est en dehors du langage, de la même manière, la structure d'un livre est quelque chose qui est pas médié par la langue. C'est quelque chose qui est plus abstrait. And the best compliment that anyone can pay to a writer, I think, is if they say that they find your book easy to read. Some writers regard that as a kind of insult, but to me, that's the greatest compliment of all. En fait, un compliment qu'on donne souvent aux écrivains, c'est qu'ils sont faciles à lire. Pour certains, c'est un insulte, mais pour moi, non, pas du tout. C'est vraiment un compliment. And what makes a book easy to read, more often than not, I think, is rhythm. Et en fait, ce qui le rend facile à lire, c'est le rythme. Rhythm at the level of a sentence, so that each sentence kind of carries you forward the way that if you're surfing, a wave caught at the right moment will carry you towards the shore. C'est le rythme au niveau des phrases aussi, un petit peu comme quand on fait du surf. Si on attrape la vague, ça vous amène vers le bord. But also the rhythm you create through a sense of proportion, through the relationship between the different parts of the novel, the different building blocks of a novel. Oui, aussi la relation en fait en termes de proportion entre les différentes parties, les blocs de construction. And working on the structure of a novel for me is by far the most enjoyable part of the process. En fait, pour moi, c'est justement la partie de la structure, créer la structure du livre qui est le plus agréable pour moi. Alfred Hitchcock always used to say that he loved to create the storyboards of his films, and if you look at Hitchcock's storyboards, he was a great draftsman, a great cartoonist himself,
and these storyboards are works of art in their own right. Oui, Alfred Hitchcock, en fait, il aimait bien créer, il disait toujours, j'adore faire les storyboards. Et si on les examine, on voit qu'il était excellent dessinateur. C'est des œuvres d'art en soi. And he said that once he'd done that, then the film was in its perfect form, and then you had to bring in actors and cameramen and composers and find locations, and that was when everything went wrong, and the ideal vision became flawed. Il disait souvent, c'était vraiment sa forme la plus parfaite, en fait, quand ces storyboards. Par la suite, il fallait faire rentrer les acteurs, les caméramans, les techniciens et tout le reste, les lieux. Et c'est là où ça devenait beaucoup moins parfait. And for me, it's exactly the same. I will work out the plan of my novel, mainly in my head, but sometimes on paper as well, and then I'll reach a point where it feels right to me, and it's time to start the writing process. C'est pareil pour moi, en fait, je conçois le plan, surtout dans ma tête, en fait, des fois sur papier, et jusqu'au moment où, pour moi, ça me semble le bon moment pour commencer à l'écrire. And then you have to start using words, and words are where everything starts going wrong, and you find that you're not expressing yourself as perfectly as you would like to do. Et à ce moment-là, malheureusement, il faut utiliser les mots, et les mots sont moins parfaits, et ça se passe moins facilement qu'au début. Oui, alors peut-être une toute dernière question dans l'espoir, nous aussi, de boucler cette boucle. Il y a évidemment l'architecture interne à chaque roman, mais il y a aussi la manière dont chacun se relie à l'autre. Donc, ça s'articule au reste de l'œuvre. Il ne vous aura pas échappé qu'on recroise dans ce livre les noms de personnages qui existaient déjà dans d'autres livres. Thomas Foley, entre autres, Paul Trotter aussi. D'ailleurs, il y a un arbre généalogique dans les premières pages du livre qui nous permettent de faire le lien entre les différents romans. C'est très savoureux de pouvoir retrouver toute cette généalogie. Et dans la postface de ce livre, vous avez précisé que pour vous, celui-ci, Le Royaume des Unis, s'inscrit dans une série de livres vaguement reliés les uns aux autres, comme vous l'avez écrit, dont font partie Expo 58, La pluie avant qu'elle tombe, et donc le Royaume-Uni. Quel sens est-ce que ça a pour vous de construire aussi cette cohérence d'ensemble à l'échelle d'une vie, de toute une carrière d'écrivain? Well, I've written now, as I think you said in your introduction, 15 novels, 15 romans. And, I don't know if I can be bothered to create new characters anymore. I've created hundreds of characters in those novels. Why not just go back and use them again and again? Comme vous avez justement dit dans votre présentation, en fait, oui, j'ai fait une quinzaine de romans. Ça veut dire une centaine de personnages. J'en ai un peu la flemme d'en créer d'autres maintenant. Pourquoi pas les réutiliser? And many of my novels are set. What is that noise? I don't know, it's a train maybe. No. C'est quoi ce bruit là? C'est le train qui arrive, non? On dirait un bruit de gare. Non, c'est peut-être qu'il faut qu'on se rue vers la sortie. Yeah, many of my novels are set not just in Birmingham, but in exactly the same part of Birmingham, about different families. And one day, a few years ago, just out of interest, really, I said to myself, what if all these different families were related, distantly related? What if they were cousins? What if I could make a family tree and trace them back to the same parents 5 or 6 generations ago? Oui, en fait, tous ces personnages viennent non seulement de Birmingham, mais d'exactement le même quartier dans Birmingham. Et je me suis dit, ça serait intéressant de tracer un petit peu leur généalogie et voir si éventuellement ils ne venaient pas des mêmes parents originels qui remontaient à 5 ou 6 générations en arrière. So I drew up an enormous family tree of all the characters in my novels, and the one in the Gallimard edition of this book is not the whole thing at all. That's just an extract from it. En fait, j'ai fait un arbre généalogique gigantesque. Vous avez juste une partie dans cette version publiée par Gallimard. And maybe one day I will write the ultimate novel, the Ur novel, which brings all these families together in one amazing reunion.
but I don't know whether I could ever do it really. Bon, peut-être, qui sait, un jour, je vais faire le roman, le ultime, où je vais réunir toutes ces familles dans une seule réunion. Eh bien, écoutez, merci. On attend ce livre avec impatience. En attendant, on se perdra avec plaisir dans les différentes branches de cette famille. Merci. Merci beaucoup. Thank you so much.